d'après ce que j'ai compris de leur argumentation, eux, se dire panafricain, c'est se bomber le torse, montrer ses muscles, bon, employer de gros mots, de gros discours, mais en fin de compte, à la base, il n'y a rien de concret qui est fait pour changer la situation, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est triste. On ne change pas un pays par les discours. On ne change pas une population, une situation économique par les discours. Ouais. Les discours sont bons pour commencer, mais c'est la tâche, l'action qui fait bouger les lignes. Tu as un problème. En fait, oui, en fait, moi je trouve qu'on aime beaucoup trop se défausser, aller chercher un bouc émissaire qui expliquerait un peu tout ce que nous traversons comme difficulté, comme problème, et par rapport auquel on n'arrive pas à trouver de solutions en fait. Je trouve qu'on est un peu vraiment dans la facilité, quoi. Quand j'entends certains jeunes se réclamer panafricanistes, et j'écoute surtout leur argumentation, pour la majorité des cas, moi je dirais que bon, ça tient pas, quoi. Ça tient pas parce que d'après ce que j'ai compris de leur argumentation, eux, se dire panafricain, c'est se bomber le torse, montrer ses muscles, bon, employer de gros mots, de gros discours, mais en fin de compte, à la base, il n'y a rien de concret qui est fait pour changer la situation, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est triste. On ne change pas un pays par les discours. On ne change pas une population, une situation économique par les discours. Ouais. Les discours sont bons pour commencer, mais c'est la tâche, l'action qui fait bouger les lignes. Il faut passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action. C'est quoi les actions, du coup? Parce que on entend depuis des années qu'il y a un problème en Afrique. On peut rejeter la faute sur les Français, hein, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. On peut rejeter la faute sur les Chinois, sur les Russes, sur un grand nombre de personnes. Finalement, ne sommes-nous pas maîtres de nos choix? Ne sommes-nous pas les personnes qui doivent résoudre nous-mêmes les problèmes qui existent au quotidien? Je parle des problèmes au quotidien, hein, on ne va pas aller très loin. Le problème alimentaire, le problème de la santé, le problème de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas à nous de prendre cette initiative et de se dire, bon, aujourd'hui, ça suffit. On importe, tu sais, on importe. Là, j'écoutais un débat récemment, c'était sur les panneaux solaires. On disait, bon, l'émancipation de l'Afrique passe par les panneaux solaires. Mais d'où viennent ces panneaux solaires? Ils viennent de l'Europe, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Chine. Ils sont adaptés à ces marchés-là. Donc, ce panneau solaire-là que tu vas faire importer, il va peut-être avoir une durée de vie d'1 an ou 2 ans. Le climat n'est pas le même. Il n'a pas été étudié pour le climat africain. Absolument pas. Tu es d'accord? Si, en effet. Vous parlez d'action. Qu'est-ce que toi qui vis au Mali? Oui. Quand je regarde notre situation à nous, je parle de nos pays africains, quelque part, comment dire ça? Tu sais, on n'a pas vécu, on n'a pas traversé des choses que personne, que personne d'autre ou aucun autre pays n'a traversé. La colonisation, quand on parle de la colonisation, l'esclavage, le trafic humain, des trucs comme ça, c'est des choses qui ont été vécues ailleurs. Peut-être dans des conditions aussi atroces qu'ici, sinon pire. Ouais, mais nous n'avons pas traversé ce qu'aucune autre partie du monde n'a traversé, comme difficulté, problème. Et bon, quand je prends l'esclavage, la colonisation, d'autres parties du monde ont été colonisées en dehors de l'Afrique. D'autres parties du monde ont connu l'esclavage en dehors de l'Afrique. D'ailleurs, quand tu prends les États-Unis, c'est l'esclavage qui a fait les États-Unis. Oui, en effet. Même si très souvent, les gens sont venus d'ailleurs pour être exploités là-bas sur place. Quand tu prends l'Asie, pour parler très concrètement, quand tu prends les pays asiatiques, moi, après ce que j'ai regardé de l'histoire, c'est que quand tu prends un pays comme la Malaisie, un pays comme l'Indonésie, un pays comme la Chine, à une époque, dans les années 60, on n'était pas très éloigné, hein, en matière de développement,
économique et eux n'étaient pas du tout très éloignés avec ces pays-là. Mhm. Et je vais encore plus développer en prenant le cas du Japon. Mhm. Quel est le pays en Afrique ici? Moi, j'ai bien envie de savoir quel est le pays en Afrique qui a subi ce que le Japon a subi par le passé, dans son histoire. Tu peux élaborer? Tu peux nous Bon, en fait, expliquer? quand tu prends le cas du Japon, qui a connu, comment dire, lors de la guerre, Mhm. comment dire, des bombardements nucléaires, Mhm. qu'il a complètement anéanti. Mhm. Ça, je pense que nous, il y a pas un pays africain qui a connu ça. Non, effectivement. Quand je prends le cas des pays européens, par exemple, Mhm. au sortir de la guerre, ils étaient quasiment presque tous anéantis aussi, hein, surtout Mhm. l'Allemagne. Tu vois? Effectivement. Pire, l'Allemagne, encore pire, Ouais, ils avaient une dette énorme. voilà, Ils étaient presque sous tutelle de l'Alliance voilà, qui a remporté la guerre. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais après bon, moi, je pense que ces gens-là se sont dit, les Asiatiques, les Européens, bon, quelque part, ce ne sont pas les larmes, ni les complaintes, ni les dénonciations qui vont nous faire bouger, Mhm. qui vont faire avancer les choses pour nous. Ouais, Seul le travail fait avancer Abdoulaye. Le travail, effectivement. Le travail, les actions, la les vision. actions, voilà. Et quand on parle de travail, on Prends la parle Chine. évidemment d'actions. C'est Prends la ça. Chine. La Chine, oui. Prends même Dubaï. Dubaï, c'était Ouais. un désert. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que la Chine, pour moi, c'est vraiment l'exemple le plus extraordinaire de ces Ouais. 50 dernières années. Ouais. C'est un pays Absolument. qui a commencé à l'état de communiste. Oui. La population était d'une pauvreté quand même assez avancée, mais Oui. à force de l'esprit d'un homme qui a partagé cette vision à son peuple, Mhm. a fait que tout le monde s'est mis au travail. Oui. Aujourd'hui, si tu regardes en Chine, moi, j'ai jamais été en Chine, mais ce que je constate, c'est que tu as énormément d'entrepreneurs. Absolument. On l'appelle l'usine du monde. C'est pas pour rien. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, ces gens-là se sont assis un jour et se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va apporter comme service? Quels sont les problèmes qu'on va résoudre? Et au fur et à mesure, ils ont pu résoudre les problèmes internes et Oui. maintenant ils servent le reste du monde. Est-ce que Tout à fait. nous, en tant qu'Africains, on peut Mhm. s'inspirer de ces modèles? Et quelle serait la base de départ? Si on devait tourner une page et partir d'une feuille blanche, quels sont les éléments fondamentaux aujourd'hui pour que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, on se dise, ah, l'Afrique a une voix. La jeunesse innove, la jeunesse fait ceci, cela. Au lieu de, ils traversent l'océan pour aller chercher un meilleur futur au péril de leur vie. Parce que c'est la Ouais. situation actuelle. C'est ça. Absolument. Donc, de mon point de vue, si on partait d'une feuille blanche, je Oui. vais partager mon expérience. Moi, je suis Abdoulaye Ba. Oui. J'ai passé toute ma carrière dans le domaine de l'informatique. J'ai travaillé dans des sociétés telles qu'Oracle. Et au travers de mon expérience chez Oracle, j'ai eu la chance de voyager sur pas mal de pays sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Ce que j'ai constaté, c'est que c'était le même landscape, c'était le même environnement, c'est-à-dire le manque d'infrastructures, le manque de, comment dire, j'avais l'impression qu'il y avait un frein pour le développement. Les gens, ils se lèvent le matin très tôt et ils vont aller par tous les moyens chercher à se nourrir et à nourrir leur famille. Donc déjà, dans l'âme, ils ont cet esprit d'entreprendre et de prendre des actions. Est-ce qu'il y a autre chose qui les freine? Et je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons en Europe qu'ils n'ont pas? Parce que je me dis, on est tous capables. J'ai été sur une petite île, La Réunion, toute petite île, vraiment minuscule. Mais c'est une île qui appartient à la France. Le niveau de développement de cette île, les infrastructures, les routes, j'avais l'impression d'être en France. Pourtant, nous étions dans l'océan Indien, à côté de Madagascar.
Donc, voilà, proche de l'Afrique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens qui sont sur l'île de la Réunion puissent être à un niveau de développement bien plus élevé que plusieurs pays réunis en Afrique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un vrai décalage? Est-ce que c'est le manque de connaissances? Est-ce que c'est le manque d'envie de faire quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça? Et au travers de mes recherches, j'ai découvert que, en fait, c'est un peu de tout ça. C'est-à-dire que quand une société, une grande société commence à se développer en Afrique, elle fait appel aux experts européens, américains, français. Mais quand ces personnes viennent, elles ne partagent aucun savoir-faire. Et elles font payer le prix plein pot. C'est-à-dire, c'est un prix qui est souvent plus élevé que le prix qu'elles pourraient pratiquer localement. Ça, c'est un. Deux, le système éducatif. Les étudiants qui sortent de l'école, de ce que je constate, je peux être laisser des commentaires encore une fois. Et toi, Abdoulaye, n'hésite pas à me dire ce que tu penses aussi. Mais mon impression, c'est que le système éducatif a été conçu pour que les personnes aient le minimum de savoir-faire pour travailler dans une administration. Ils n'auront pas comment dire, ce savoir qu'on enseigne dans ces grandes universités, dans ces grandes écoles. C'est pour ça que beaucoup prennent le chemin de l'Europe ou des États-Unis pour finir leurs études. Et très souvent, ils restent dans ces pays-là. L'autre constat que j'ai fait, c'est, on a parlé du savoir-faire, le transfert de connaissances qui ne se fait pas. On sait que dans l'âme, l'Africain, c'est un entrepreneur. Il se lève chaque matin et il fait son travail. Et c'est peut-être plus difficile. La situation est peut-être plus difficile parce que l'écosystème n'est peut-être pas là. Et tu peux faire du business que entre nous. C'est-à-dire que essaye de faire un paiement à un Européen ou un Américain. Ça prend énormément de temps. Et dans certains cas, c'est même rejeté. On l'a connu, quand nos amis là ont fait virement, la banque a rejeté le paiement. Et tu te dis, mais attends, mais une société aussi reconnue, aussi bien établie, pourquoi? C'est juste qu'il y a un système qui a été mis en place qui, justement, de mon point de vue, encore une fois, empêche l'Afrique de se développer. Et c'est voulu. Tel que je le vois, pour moi, c'est voulu. Qu'est-ce que tu en penses, Abdoulaye, jusqu'à présent, de ce que je viens de dire? Je pense que tu as souligné des points qui sont assez pertinents. Quand tu parles de les experts étrangers arrivent en Afrique, ils ne partagent pas de savoir-faire. Mm-hmm. C'est une donnée qu'on peut encore vérifier aujourd'hui, malheureusement. Oui. Ça n'a pas changé. Quand tu dis aussi que les Africains en général, bon, par exemple, ici, nos pays africains, ici, on manque d'infrastructures. C'est un constat. Moi, je l'ai fait. Mm-hmm. Certains pays s'en sortent plus que d'autres. Oui. Par contre, il y a des pays qui sont vraiment à la traîne. Tu peux aller dans un pays, atterrir dans une région importante du pays et ne pas voir, c'est-à-dire le minimum, c'est-à-dire des écoles. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça le minimum. Des écoles, des centres de santé. C'est ça. Bon, la présence étatique à travers ces différents organes, la douane, la gendarmerie, la police. Mm-hmm. Et même parfois, quand ces démembrements de l'État là sont présents, il faut voir leurs conditions d'installation et de travail. Mm-hmm. Moi, je pense que tu as pointé deux problématiques, voire trois même, qui sont assez pertinentes. Moi, ce que je voudrais ajouter à ça, Abdoulaye, mm-hmm. c'est que, bon, il y a peut-être des obstacles, comme tu dis, oui. Des fonds qui ont été pensés et déployés pour empêcher l'essor de l'Afrique. Oui. Ça c'est bien possible. Mais nous, aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on est en mesure de se dire qu'on fait au moins autant que les autres ont fait pour avancer? C'est-à-dire quand les autres étaient dans la même situation que nous aujourd'hui, mm-hmm. Est-ce que nous, aujourd'hui, dans cette situation-là, on fait autant qu'eux, ils faisaient
pour avancer et en arriver à là où ils sont aujourd'hui. Ça, c'est un point très pertinent. Voilà. Et moi, je pense que pour répondre à ça, il faut... En fait, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, on n'a pas besoin de, comme on dit souvent, de réinventer la roue. On peut s'inspirer de l'expérience d'un voisin à côté. Par exemple, je prends le cas de la Guinée, qui pourrait bien s'inspirer du Sénégal en matière d'infrastructure. Le Sénégal est là. Deuxième PIB d'Afrique de l'Ouest. Hein. Donc, je pense que sur ce point-là, pour parler de l'Afrique dans sa globalité, on devrait pouvoir s'inspirer des autres, apprendre d'eux, voir, c'est-à-dire tourner, d'abord avoir un regard tourné vers nous-mêmes, nous poser les bonnes questions, identifier ce qui fait que ça ne marche pas pour nous, voir chez les autres comment ils ont fait pour se retrouver aujourd'hui dans le niveau de développement où ils sont. Donc, regardez qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour en arriver là, ou voire même faire mieux. Voilà, ça, c'est un excellent point. Voilà, moi, je pense qu'au lieu de toujours penser fin, parce que souvent, c'est ce qui arrive aux jeunes, hein. Ils pensent que non, quoi qu'ils fassent, ils ne vont pas s'en sortir, parce qu'il y a un tel ou un tel autre qui a mis des obstacles, des freins. Moi, je pense qu'on devrait aller crever ces freins-là, ces plafonds-là qui ont été mis, Abdoulaye. Et la seule manière, c'est le combat quotidien que nous faisons, quotidiennement, chacun à son niveau. Là, tu soulèves un point qui est vraiment important parce que j'étais vraiment intéressé par les travaux d'un économiste que tu dois peut-être connaître et d'autres. C'est Adam Smith, La richesse des nations. Et en fait, il a vraiment touché du doigt, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre que je recommande, il a vraiment touché du doigt le fait que l'intérêt personnel, c'est-à-dire si tu te lances dans une entreprise et que tu mets tout en œuvre pour que cette entreprise réussisse, tu vois, cet effort personnel que tu fais, en fait, multiplié par l'échelle d'une population, eh bien, profite à l'intérêt global. Absolument. Tu vois? Et c'est comme ça que tu développes une économie, c'est comme ça que tu crées une économie. Et si tu regardes aujourd'hui, les économies européennes, américaines, c'est la somme du travail des individus qui fait qu'ils ont atteint ce niveau. Tu prends la Chine, l'histoire se répète. Tant que nous, en Afrique, on n'aura pas fait cette démarche, de se donner un nouveau cap, de se donner les moyens, je ne parle pas seulement financiers, mais moyens matériels, humains, connaissances, méthodologie, on peut appeler ça ce qu'on veut. Une fois qu'on aura réuni cet ensemble-là et qu'on se donne un cap, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à voir les choses changer. Et comme tu l'as si bien remarqué, c'est pas en blâmant un tel ou un tel. Oui, il y a des verrous, oui, il y a des problèmes. Mais tant que nous, on n'aura pas décidé de mettre les premières briques, justement, à cet édifice, on restera toujours à l'état de débat, à l'état de conversation, et on subira les désirs des autres. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et tu as si bien fait de souligner le fait que le PIB, comment il se forme? Il se forme de la somme, comme tu l'as si bien dit, de la contribution des individus. Hein. C'est ça. Ouais. Ce sont les individus qui font d'abord les entreprises, ensuite les entreprises font partie au PIB au même titre que les individus. Bon, je vais prendre juste un exemple qui pourrait traduire ça de manière vraiment un peu surprenante, peut-être si tu n'avais pas remarqué avant. Ouais. Tu as un peu fait les mathématiques, j'imagine. Un petit peu, oui. Oui. Comme tout le monde, hein, il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Tu sais, les séries numériques, là. Oui. Moi, j'ai fait les classes préparatoires, tu sais. Oui. J'ai fait l'option maths physique avant d'accéder à mon cursus d'ingénieur. Et pendant le cycle préparatoire, on a fait beaucoup de mathématiques. Et c'est là que j'ai découvert dans le chapitre concernant les séries numériques, je découvre que quand tu prends la série 1 sur n, n supérieur ou égal à 1,
quand tu prends 1 sur n, 1 sur 1, c'est 1, 1 sur 2, c'est 0,5. Plus tu agrandis le 1, plus le 1 sur n. Mais en sommant 1 sur n, tu arrives à l'infini. En sommant à l'infini sur 1 sur n, tu arrives à l'infini. Autrement, quand tu prends de petites quantités que tu accumules, aussi petites soient-elles, ça ne fait qu'augmenter de toute façon. Ça ne fait qu'augmenter de toute façon, ça ne diminue pas. Et ça augmentera dans des proportions. Pourrais t'étonner quand tu as passé longtemps à accumuler ça, tu pourrais être étonné de voir les proportions que ça donne, parce que finalement, ce sont des quantités infimes que tu t'es retrouvé à accumuler comme ça, et puis tu te retrouves à l'infini, finalement, tu vois. C'est ça. C'est un très bon exemple. Ça, c'est vraiment une très belle image de la puissance, justement, de la contribution individuelle. C'est ça. C'est-à-dire, tu peux vraiment atteindre un niveau qui fait que tu deviens instoppable. Même si tu as des verrous, ces verrous vont sauter. C'est ça. Il n'y aura pas d'autre choix. Et on commence à voir les verrous qui commencent à sauter parce que, regarde, entre l'Afrique des années 60, des années 50, 60, tu sais, juste après la soi-disant indépendance. Oui. Les dirigeants qui ont été mis au pouvoir à l'époque et les nouveaux dirigeants d'aujourd'hui, déjà, tu prends le Mali et la Guinée, les deux qui ont pris le pouvoir, ce sont des militaires formés en France. Donc, ils viennent de cette nouvelle génération, quoi qu'il arrive, de penseurs. Et rien que le fait que ce soit des militaires, ils ont, tu sais, ce courage que les civils, et ça, j'écoutais ça sur Afrique Média, un civil, tu sais, quand tu prends un président, ils font l'élection d'un président. Ce président vient du monde civil, d'accord? Oui. Il n'a pas cette conviction qu'un militaire pourrait avoir. Oui. Souvent, un militaire, quand il s'engage pour sa vie, pour sa patrie, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour amener sa tâche à bien. Donc, rien que le fait que tu as ces deux personnes-là, déjà le caractère, et quand tu te lances dans les affaires, la première chose, c'est ce qu'on appelle le mindset, c'est l'état d'esprit du dirigeant. C'est pas la première difficulté ou à la première épreuve ou au premier problème que tu vas te dire, bon, ok, j'en ai marre. Par contre, si tu as cette conviction au fond de toi, tu sais pourquoi tu le fais. Tu crées cette fondation vraiment solide, inébranlable. Donc, vents et marées, tu vas aller à ta destination. N'est-ce pas? Donc ça, c'est très puissant, ce concept-là. Et puis, tu multiplies ça par le nombre de personnes derrière. Là, tu as, voilà, c'est un autre niveau, effectivement. Donc, Abdoulaye, donc ça fait un moment qu'on se connaît. Tu sais, j'ai cette idée-là qui a commencé à germer dans mon esprit depuis l'époque où j'étais chez Oracle, ça fait un peu plus de 5 ans. Juste après avoir quitté Oracle, je me suis dit, bon, je ne vais pas voyager aussi souvent qu'avant en Afrique, mais je reviendrai. Et ça, c'est la promesse que je m'étais donnée personnellement. Je reviendrai. Et au fur et à mesure de ma réflexion, je pensais faire un peu de freelance, je pensais à fournir des services, même de la formation dans le domaine informatique. Au travers de mes voyages, et après avoir quitté Oracle, je me suis toujours dit, il y a quelque chose à faire. Donc ça, pour moi, c'était clair, c'était net. C'était transmettre mon savoir. Donc l'idée est venue du simple constat de, bon, il faut un transfert de connaissances. J'ai personnellement du savoir, c'est un savoir que je peux transmettre dans le domaine de l'IT, de l'informatique. Ce domaine-là est quand même dominé par les grandes sociétés américaines. Donc, ça sera selon leurs règles ou rien. Et en plus, les services cloud, les AWS, les Azure et tous ces gens-là, ils ne sont pas positionnés sur l'Afrique. Donc, en termes de gouvernance de la donnée, tu auras beaucoup de pays qui sont réticents à
exporter leurs données dans ces pays européens, américains ou autres. Donc, tant qu'on n'aura pas cette souveraineté, le fait de pouvoir installer nos data centers sur le territoire et maîtriser la chaîne de bout en bout, je pense que les métiers de l'IT seront intéressants si tu travailles pour une société étrangère. Très souvent. Tout à fait. Après, une fois que je me suis donc rendu compte de ce constat, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tacler le problème à la source? Pourquoi ne pas créer une armée d'entrepreneurs? Pourquoi ne pas développer ce mindset, cette méthodologie presque chirurgicale, tu sais, presque clinique de construction d'une entreprise? Parce que j'ai l'impression que quand tu regardes l'Afrique, il n'y a pas de champion. Est-ce qu'il existe un champion? Est-ce que tu peux me donner l'exemple d'un champion en IT ou quel que soit le domaine qui n'est pas européen, français, américain ou anglais? Voilà. Par contre, quand tu regardes ces grandes sociétés, leur effectif est constitué de gens comme toi et moi. Oui. C'est pas un paradoxe? C'est absolument un gros paradoxe. Les sociétés, les grandes sociétés de conseil, hein, elles ont le plus gros de leur contingent au Maroc. Oui. Tu vois, ces sociétés dites francophones, là, elles ont leur contingent dans les pays d'Afrique du Nord. Et les call centers français, et les personnes, bah, ce seront des employés qui sont au Sénégal, assis dans un bureau au Sénégal, qui prennent les appels pour la hotline ou le service après-vente de vos lessives ou de ne sais quoi. N'est-ce pas? Absolument. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de créer des structures qui, justement, recrutent localement et servent une population locale? Voilà, c'est de créer l'écosystème. Avec le projet que je vous ai communiqué, hein, c'est Optimize Free Academy. Oui. Avec Optimize Free, qu'est-ce que c'est? Optimize, pour moi, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a tous dans l'âme cet esprit d'entrepreneur en tant qu'Africain. Oui, tout à fait. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos processus, améliorer le service à la clientèle, améliorer la façon dont on va chercher des clients, la façon dont on sert le client? Tout ça, c'est de l'optimisation. Oui. D'accord? Donc, c'est pour ça que Optimize, donc l'autre nom commence avec Optimize, ensuite Free, donc le chiffre 3, et le chiffre 3 a plusieurs connotations. Oui. Le chiffre 3 pour désigner la troisième révolution Internet. On est entré dans l'ère de la troisième révolution Internet. Première révolution, c'était dans les années, on va dire 80-90, quand Internet venait juste de se lancer, où on avait des pages, une seule page, où il y avait un peu de texte, avec une typo un peu Times, tu sais, c'était voilà, les balbutiements d'Internet. On cliquait sur un lien, on allait sur une autre page. Fantastique. Oui. Les années 90 sont arrivées. Ces années-là, on nous a donné les adresses email. Donc là aussi, c'était assez nouveau, etc. Les années 2000 nous ont apporté les réseaux sociaux et le e-commerce avec Amazon. Donc, on a commencé, ça c'est la deuxième révolution. On a commencé à vraiment acheter des choses, faire du e-commerce, faire des paiements en ligne. Et puis, les réseaux sociaux sont nés à ce moment-là aussi. On a pu créer des pages, on a pu commencer à communiquer, voir un peu ce que les autres font, partager des photos, des images, des choses comme ça. La troisième révolution nous vient un peu plus récemment, en 2008, hein, avec le Bitcoin, la blockchain. Donc là, on entre dans l'ère de la transaction. Donc, si tu veux, on peut s'échanger des objets et prouver l'unicité d'un objet. C'est-à-dire, tu peux aujourd'hui m'envoyer une pièce de monnaie électronique, donc le Bitcoin, et ça, c'est la première application de la blockchain. Je t'envoie une pièce de monnaie électronique et je peux garantir que cette pièce t'appartient et je peux te l'acheter
parce qu'on a décidé que voilà, elle vaut tant aujourd'hui. Donc, et c'est infalsifiable, c'est-à-dire que cette monnaie, quand elle est dans ton portefeuille électronique, à moins qu'on te vole tes clés, donc ça c'est un autre sujet, personne ne peut faire de modification sur ce portefeuille ou sur cette transaction qu'on aura fait ensemble. Tout à fait. D'accord? Et plus on avance dans la blockchain et dans les applications, Oui. et plus on se rend compte que les applications sont immenses, ne serait-ce que le cadastre, l'achat de terrain. Tu sais, c'est un souci ça en Afrique. Tu peux très bien, innocemment, répondre à une annonce, vente d'un terrain à tel prix. Tu te présentes, mais en fait, ce terrain, il a déjà été vendu. Tu ne le sais même pas. Donc tu vas acheter quelque chose qui n'a finalement, il peut te fournir tous les papiers que tu pourras imaginer, qui prouvent l'authenticité du vendeur, etc. Mais tout ça peut être falsifié. Donc, dans la blockchain, par exemple, tu peux avoir le cadastre transcrit dans la blockchain. C'est-à-dire que tu pourras vérifier à qui appartient à tout moment tel bout de parcelle. Et tu pourras vérifier l'identité de la personne qui se présente à toi également. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est le genre de choses. Par exemple, au Ghana, ils ont commencé à faire ça. Même l'identité numérique. En Éthiopie, ils ont commencé à distribuer des identités qui sont inscrites dans la blockchain. D'accord. D'accord? Donc, il y a énormément d'applications qui peuvent profiter à l'Afrique. C'est pour ça que le 3 d'Optimize Free, il est là pour rappeler ces concepts-là, c'est-à-dire qu'on peut profiter d'une économie numérique et que tu peux vendre des services, tu peux t'affranchir du franc CFA, tu peux recevoir des paiements instantanément sans que qui que ce soit n'interfère ou ne prenne de commission sur ce transfert. Après, il y a des gens qui vont nous dire ah, mais la blockchain, les bitcoins, ça fluctue, c'est très volatile, c'est dangereux, etc., etc. Oui, mais il y a quelque chose qui s'appelle les stablecoins. Il y en a qui spéculent, ça, c'est leur choix. Mais en tant que fournisseur de services, quelqu'un qui vend un service, d'accord? Imagine, toi, Abdoulaye, tu es très fort dans une application numérique Photoshop. Ou bien tu es très fort dans un CRM. Eh bien, tu peux ouvrir Outik et dire que tu fournis des services de customisation ou des services de design ou de graphisme. Et tu peux être assis là au Mali, au fin fond du Mali, et fournir ce service pour peu que tu aies un ordinateur et une connexion Internet. Tout à fait. Et ce paiement, tu peux le recevoir en ce qu'on appelle un stablecoin. Donc, il y en a plusieurs actuellement. Mais une fois que tu reçois ce stablecoin, ça veut dire qu'automatiquement, tu fais partie d'un écosystème de personnes qui acceptent aussi ce stablecoin. Donc, si tu vends pour 100 € ou 100 $ de service, ces 100 $, tu peux acheter d'autres services à quelqu'un d'autre. D'accord? Tu peux même, le boutiquier du coin, tu peux même lui proposer de prendre tes stablecoins pour le lait du matin. Tu vois? Voilà, ça, c'est ce que je pense l'avenir de l'Afrique et l'avenir des entrepreneurs va se jouer. Je pense que la monnaie locale, il va falloir utiliser une monnaie que j'appelle la monnaie d'Internet, la monnaie de la troisième révolution Internet. C'est cette monnaie-là, vous avez des portefeuilles numériques et bien sûr, vous ne mettez pas tout dans le même panier. Il y a aussi des précautions à prendre quand on utilise ces nouvelles technologies. On connaît les cybermenaces. Il y a des mesures à prendre pour protéger vos assets numériques. Tout à fait. Et free, tu sais, on dit Optimize Free parce que le nom complet, c'est Optimize Free Academy parce que c'est une académie d'enseignement qu'on souhaite mettre sur pied, mais c'est une académie gratuite. C'est pour ça que le mot free vient aussi dans ce contexte. Donc, académie gratuite où on enseigne base de l'entrepreneuriat, où on enseigne à construire sa propre entreprise. Ce n'est pas seulement de la théorie comme on voit dans les universités, dans les écoles,
où à la sortie, bah, tu sais à quoi un bilan comptable, tu sais c'est quoi la zone de chalandise, mais tu sais pas comment mettre tout ça en œuvre. Ouais, D'accord? vraiment. Donc, Ouais, avec Optimize Free Academy, c'est apprendre à construire, bâtir ton entreprise sur les préceptes d'un livre qui m'a beaucoup inspiré, de Michael E. Gerber, oui, E-Myth. Donc, le oui, E-Myth est, en fait, avec son livre, il explique que bah, la plupart des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, échouent oui, oui. parce que quand tu te lances dans une entreprise, tu as les trois Mhm. casquettes. Tu as la casquette de Oui, l'entrepreneur, du manager et du tout à fait, technicien. tout Mais à fait. souvent, celui qui se lance, il arrive avec la casquette du technicien. Il se dit, bon, j'étais vraiment très bon dans ce que je faisais avant, dans la plomberie ou la Oui, menuiserie, alors je vais oui, lancer ma société. Mais il oublie qu'il occupe tous les postes quand il arrive. oui, Du coup, il est à la manœuvre, il est au four, il est au moulin, la société oui, commence à se développer, il y a encore plus de travail oui, et il s'épuise. Et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il abandonne parce qu'il a à peine couvert ses fonds de départ. Il est vraiment oui. fatigué. Il y a madame qui lui crie après. C'est compliqué. C'est Ouais, compliqué. Donc, qu'est-ce absolument. que ce monsieur Michael E. Gerber, qui est d'ailleurs un des best-sellers, son livre a été reconnu comme bah, le meilleur livre. Je mettrai le lien du livre. Le Ouais. livre a été reconnu comme bah, le best-seller, probablement le meilleur livre en business qui a jamais été écrit. Wow. Donc, nous, Ouais, franchement, Optimize, on va se baser sur les préceptes de Michael E. Gerber et ouais, aussi sur d'autres auteurs ouais, qui ont justement une vision nouvelle de l'entreprise. ouais. Là, je prends l'exemple de Jack Stack. Jack Stack, il a Jackson. écrit un livre qui s'appelle The Game of Business, le jeu des affaires. OK. Et dans son livre, il explique que, tu sais, très souvent, quand tu montes ton entreprise, tu as ce modèle pyramidal Oui, où tu as l'entrepreneur qui est tout en haut, le dirigeant, et c'est du top-down, c'est-à-dire que tu donnes des oui, ordres à tes équipes, ouais, tes employés, et tu es le oui, seul à diriger. oui, Tous les jours, tu es à la manœuvre et tu es le seul à diriger. Et les oui. profits, il y a une disproportion énorme entre ceux qui fournissent le travail au quotidien et celui qui Mhm. perçoit les profits. Tout à fait. Du coup, celui qui est tout en bas, il est complètement désengagé. Tu as du mal à les retenir parce que Oui. dès qu'on lui propose un meilleur salaire, il te Et laisse ça va. et il s'en va. Ouais, Alors que tu pourrais imaginer un nouveau modèle où tu dis, nous avons tous un intérêt dans cette société. c'est ça. Et quand tu pars de ce principe où tu dis, nous partageons les profits, c'est-à-dire, tu dis, 50% des profits vont être réutilisés pour Ouais, le développement de l'entreprise et les autres ouais, 50% vont être distribués entre nous, je ne veux pas dire les employés, mais les partenaires. Et même tes ouais. employés, ce sont des partenaires. Tout le monde est Absolument. partenaire dans ce nouveau modèle. Donc, ce sont Ouais, ces préceptes-là, modèles où tu crées des process, c'est-à-dire que le premier jour que tu démarres ton entreprise, ce n'est pas de servir tes clients, c'est d'écrire ton manuel opérationnel. ouais, Tu décris ton entreprise, tu décris à quoi elle va ressembler dans 10 ans. ouais, Et là, tu as une vision et tu partages cette vision avec tes personnes et toi-même, ça te donne une nouvelle perspective. Et tout ça combiné dans Optimize Free Academy, c'est de dire, bien, on a un problème de transfert de connaissances, on en parlait tout à l'heure, Abdoulaye, tout à on a fait. un problème de partage voilà, de la connaissance et souvent quand quelqu'un se lance, eh bien, il veut tout garder pour lui. Eh bien, pourquoi ne pas changer ce modèle? Quelqu'un qui entre à Optimize Free, eh bien, c'est quelqu'un, un, va lui enseigner ces techniques-là gratuitement, mais il s'engage à partager ses connaissances avec 5 autres personnes également. Pour créer ce modèle perpétuel qui fait que, eh bien, on parlait tout à l'heure d'Adam Smith, la richesse des nations, hein, on parlait, c'est du 1 puissance n,
Tu sais, on parlait de tous ces concepts-là, hein. Donc, tout ça pour dire que tu peux aller à l'infini avec ce modèle, Abdoulaye, n'est-ce pas? Donc, pour continuer, l'idée, c'est voilà, c'est de créer un modèle perpétuel, un modèle d'enseignement de savoir qui se transmet de génération en génération. Donc, c'est ça, Optimize Free Academy. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Amadou et Daoud. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, bonjour à toi. Moi, je vais bien de mon côté. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Pourquoi on voulait lancer Optimize Free, ce qui nous pousse à le faire, le constat qu'on a fait sur l'Afrique. Encore une fois, laissez-nous vos commentaires. Nous, on est vraiment ouverts aux nouvelles idées, aux nouveaux modèles. On a d'ailleurs une vidéo qui explique un peu mieux notre feuille de route sur comment est-ce qu'on compte se développer et sur quelle période de temps on compte juste commencer à accueillir nos premiers étudiants. Voilà, on a ton point de vue. Donc maintenant, on a Amadou et Daoud. On parlait juste de l'Afrique et des problèmes qu'on constate et que finalement, les problèmes, c'est à nous de les résoudre. On a beau parler des problèmes en Afrique, on a beau blâmer voilà, les personnes extérieures, mais au final, si on ne décide pas de résoudre nous-mêmes les problèmes, rien ne va se faire. Il faut passer à l'action. Donc, Amadou, je te laisse la parole. Partage-nous ton point de vue et qu'est-ce qui te motive et quelle est l'action que tu souhaites mener? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, déjà, tout d'abord, je tenais à saluer tout le monde, déjà. Je suis content de vous revoir, comme tous les dimanches. Ça commence à être un peu habituel. Donc, la motivation, elle est toujours là. On va aller à l'essentiel, comme on l'a eu à le dire précédemment. Donc, vraiment, la vision, c'est vraiment que les enfants d'Afrique servent l'Afrique. Donc, le but, le savoir puisse être partagé très facilement entre jeunes Africains pour que le continent se développe, parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va développer notre pays, c'est nous-mêmes, nous devons le développer, et c'est à nous de trouver vraiment les bons stratagèmes pour essayer d'y parvenir. Donc, l'idée et l'engagement qu'affiche notre Optimize Free, et c'est vraiment d'atteindre ces objectifs-là et vraiment de permettre à l'Afrique de faire partir de l'histoire, de pas juste être une partie de l'histoire, mais vraiment d'être un acteur dans l'histoire. Donc, et c'est aujourd'hui que tout s'écrit. Et puis voilà, donc chacun a sa plume, mais chacun doit écrire un bout de l'histoire qui doit être merveilleux au final. Excellent, excellent. Non, ça, c'est vraiment bien dit. Je pense que c'est le moment vraiment pour nous tous, avec les connaissances qu'on a, avec notre ambition, justement, de poser les premières briques. Parfait. Ouais. Daoud, quel est ton point de vue? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Et donc, je rebondis tout de suite sur ce que le frère Amadou a dit. Moi, je suis très motivé. Si Abdoulaye, tu ne me vois pas le dimanche, c'est soit il y a un problème de connexion, soit la mort m'a frappé subitement, soit il y a un problème d'envergure. Mais je te signalerai. Donc, j'ai vu un petit peu quelques projets qui se font en Guinée. Mais avant de débuter, je ne vais pas faire long, je vais faire rapide. Il nous faut quelqu'un, Abdoulaye, qui puisse, enfin à tout le monde, hein, quelqu'un qui puisse nous expliquer réellement les problèmes liés au terrain en Afrique, que ce soit Sénégal, Guinée, Bamako, que sais-je. Parce que et c'est là qu'on rappelle à nos auditeurs de laisser des commentaires, justement. C'est là où on a besoin que les personnes commentent. Il faut absolument que nous qui soyons à l'extérieur, nous puissions connaître ces codes. Et je dis que tout est possible à faire en Afrique, mais ce sont les codes sur le terrain que nous ignorons, c'est-à-dire même pouvoir parler de business à quelqu'un, parce que nous sommes aussi amenés à... Il y a des pépites là-bas en Afrique. Hein. Il y a des pépites. Hein. Il y a des gens qui nous surpassent. Moi, je suis nul, c'est-à-dire même un lien sur Internet, je peux avoir des problèmes pour l'authentifier. C'est quelque chose de terrible. Eux,
ils sont vraiment dépassés. C'est les moyens seulement qui leur manquent. C'est les moyens seulement qui leur manquent. Donc, pour donner une ordre d'idée, il y a 60 000 entreprises qui ont été créées, par exemple, en Guinée entre 2014 et 2021. 75% d'entre eux, ils ont échoué. Wow. Voilà. Et les problèmes qui sont soulevés, apparemment, c'est alors souvent, ce sont des sociétés anonymes ou SAU, c'est-à-dire sociétés anonymes unipersonnelles. Celle-là, elle représente 97%. OK. Bon. OK. Déjà, la structure a besoin d'être vue. Tu ne peux pas mélanger ton compte personnel avec le compte de l'entreprise. Il faut absolument distinguer le personnel du business. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Et en plus, tu as ce problème de responsabilité. Quand tu as une entreprise unipersonnelle et que ta société fait faillite, ils viennent chercher tes avoirs. Alors que quand tu as une société à responsabilité limitée, ils viennent te chercher à hauteur du capital que tu as investi. Si tu as investi 100 € et que ta société fait faillite, eh bien, tes créanciers ne pourront prendre ou demander que 100 €. Donc, tout ça, ça a été créé, ne l'oublions pas, par les riches. Les riches ont toujours créé des entreprises pour limiter leur exposition. Tu sais, à l'époque des croisades et l'époque de l'esclavage, toutes ces entreprises-là, eh bien, elles étaient derrière des sociétés à responsabilité limitée. S'il y avait une perte, eh bien, cette perte limitait la casse à hauteur du capital qui avait été injecté. Petite parenthèse. Donc, ça, ce sont les facteurs d'échec que j'ai pris pour la Guinée. Les plus fréquents, c'est les commerces, il y a 48%. Il y a les prestations de services qui tournent autour de 21% et le BTP, 13%. Donc, toutes ces entreprises-là, elles représentent 82% des entreprises qui ont été faites entre 2014 et 2021. Et celles vraiment qui ont besoin d'un essor d'aide et de développement, c'est le transport, la santé, les mines, énergie, agricole et avicole. D'accord. Et limite, j'ai même envie de dire, l'Afrique devrait être le laboratoire tu sais, des techniques minières, des techniques de transport, parce que tu as vu le terrain et l'ampleur du continent. Je veux dire, c'est là où on devrait pouvoir expérimenter de nouvelles techniques, n'est-ce pas? Eh ben, regarde, figure-toi, en Guinée, il y a la bauxite. Ce sont les Chinois qui ont signé le contrat avec la bauxite. Ce sont des Français, pour certains d'entre eux, pas beaucoup, mais ils sont là. Et c'est eux qui pilotent avec les ingénieurs guinéens, extraction. Et figure-toi qu'il y a des camions, il y a toute une zone où il y a du bauxite, mais à gogo, la ville, elle souffre. Il n'y a rien, il n'y a même pas un terrain de football là-bas pour les gens. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils affrètent tout ça dans une zone industrielle et c'est à bord d'un fleuve, enfin de la mer. Et qu'est-ce qu'il y a sur la mer? Il y a les bateaux asiatiques, chinois. C'est-à-dire que tout le bauxite, il n'est pas pesé sur le sol guinéen, il est mis directement sur le bateau. C'est-à-dire, moi j'ai vu ça comme un braquage à ciel ouvert. Ouais. Voilà. Ouais. Ça c'est pour la Guinée. Sinon, pour les problèmes liés aux entreprises qui se sont créées. Maintenant, j'avais parlé une fois d'un monsieur, et je vous invite à prendre note. Lui, il est dans l'agriculture. Il s'appelle Aimé, il a une chaîne YouTube, et elle s'appelle Ginvest, G-U-I-N-V-E-S-T. Il est fort. Moi, je vais envoyer ça. Il est formidable, ce jeune homme. Donc lui, il a fait des études d'ingénierie logicielle. Et en l'occurrence, il s'occupe de l'exploitation de l'ananas et de la banane. Donc, il y a ce monsieur. Il y a aussi dans le secteur du tourisme un jeune homme qui s'appelle Sali Bilalisso. Donc lui, il connaît toute la structure et le tourisme qui se trouve dans une région qu'on appelle Mali. C'est vraiment dans le haut du Fouta Djallon, à la limite du Sénégal. Donc,
ils peuvent faire de cette région magnifique. Il y a toute la verdure parce que la Guinée, depuis Sékou Touré, rien n'a été touché. Tout est vraiment d'origine et c'est splendide. Et il y a de quoi faire une zone touristique, vraiment quelque chose de mémorable. Et il y a une route qui peut amener les gens, si elle est structurée, parce que la dernière fois qu'ils ont fait, arranger la route, c'était en 1977. Depuis, personne n'est venu. Donc, pour donner un titre, quelques chiffres, qui a été fait par Oumar Sadio Souaré, directeur de l'Office préfectoral de tourisme de Mali. En l'an 2000, il y avait 60 touristes. En 2008, il y avait 1346 touristes. Et suite aux problèmes qui se sont passés à la Guinée, les touristes qui sont venus voir un petit peu la région du Mali, dans la Haute-Guinée, dans le nord de la Guinée. Donc, ce jeune homme qui s'appelle Ali Bilali Sow, qui est venu voir Oumar Sadio Souaré, qui est un journaliste, si je puis dire, pour une structure qui marche maintenant sur YouTube, mais qui est, diligentée par les Occidentaux, et ça s'appelle les haut-parleurs. Donc, il tourne un petit peu partout en Afrique. Il donne la parole aux Africains pour parler des problèmes. Tu parlais de la bauxite, tu parlais des ingénieurs qui viennent de l'étranger, et nous, on occupe un peu le siège de passagers. Pourtant, on disait avec Abdoulaye, c'est que beaucoup d'entreprises européennes, américaines, etc., qui ont un savoir-faire, justement, ont des employés qui viennent de la diaspora, qui sont vous et moi. Ce sont des Africains ou des gens qui ont vécu en Europe ou qui sont nés en Europe. Donc, en fait, on pourrait très bien imaginer cette base de connaissances. Au final, ce dont quelqu'un a besoin pour se lancer dans le monde des affaires ou dans un emploi ou quoi que ce soit, c'est cette formation initiale, c'est cette connaissance initiale et travailler avec ses pairs pour pouvoir acquérir de l'expérience. Donc, pour faire simple, cette initiative, c'est créer une base de connaissances, clairement, quel que soit le métier. Moi, aujourd'hui, je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent de nous rejoindre, de rejoindre notre entreprise qui consiste à relever le niveau d'expertise, de savoir-faire des personnes en Afrique et bâtir des nations d'entrepreneurs, de personnes qui savent exactement comment lancer une entreprise et non pas tomber sous le piège tendu par le domaine entrepreneurial. Et ça, je reviens sur le livre que j'évoquais tout à l'heure de Michael Gerber, c'est la plupart des entreprises qui se lancent échouent. Et ça ne me surprend pas, Daoud. Tu vois, le chiffre que tu as annoncé là, 75%, c'est ça, entre 2014 et aujourd'hui, et ont échoué. Ça ne me surprend pas parce que c'est des chiffres assez similaires au reste du monde. Tu as le technicien qui se lance. Quand il se lance, il s'épuise. Il met la clé sous la porte. Par contre, quand tu as l'entrepreneur qui se lance, qui écrit les process, qui écrit son manuel opérationnel, qui définit les postes qui doivent être occupés, et il recrute les personnes pour occuper les postes, là, tu as un autre niveau d'entreprise. Là, tu es dans un autre, on va dire, dans une autre échelle, dans une autre cour. Donc, c'est ça qu'on veut apprendre avec Optimize Free. On souhaite non seulement vous aider à concevoir votre entreprise, c'est pas que de la théorie, c'est qu'à la fin, vous obtenez votre certificat et derrière ce certificat, vous avez votre manuel opérationnel. Si vous le souhaitez, on peut vous accompagner pour lancer cette entreprise. D'accord? Donc, on n'est pas là pour être des venture capitalistes et prendre la majorité de votre capital. Non, on va vous donner ce qu'on appelle du seed funding, c'est-à-dire les premiers apports qui vont vous permettre de vous lancer. C'est ça, Optimize Free. Et bâtir un écosystème, bâtir un mastermind, c'est-à-dire tous ensemble, si on a besoin de quelqu'un qui est expert dans la bauxite, quelqu'un qui est expert dans, je ne sais pas moi, l'aviculture,
l'agriculture, quel que soit le domaine, c'est que notre réseau, c'est qu'on puisse puiser sur les connaissances de notre réseau pour combler les lacunes que certains pourraient avoir dans leur business. D'accord? Il n'y a que comme ça, en créant des unions, des partenariats, qu'on va pouvoir le faire. Et c'est ça la mission d'Optimize Street. Daoud, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est concernant les structures qui commencent et qui ne finissent pas. Alors, comme tu as dit, et il faut beaucoup le souligner, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est souvent mis en avant, c'est le manque de formation des employés non qualifiés. Il y a le poids de la corruption, les difficultés administratives trop lourdes, c'est-à-dire un document peut te prendre des fois plusieurs jours. Et les délais de recouvrement qui sont très lents, qui tuent la société en fait. C'est-à-dire que toi, bon, voilà, les délais de recouvrement tout simplement. On va pas expliquer. Et voilà, et puis les charges. Tu sais, tu fais bien d'évoquer ce point-là parce qu'on en parlait avec Abdoulaye. Les moyens de paiement aujourd'hui sont limités en Afrique. Déjà, pour avoir un compte bancaire, c'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Et même si tu as un compte bancaire, ça te limite à transacter internationalement. Si tu dis que tu veux faire un paiement à une société pour un service, déjà la société, 90% des cas, va refuser de transacter avec toi parce qu'on se dit, voilà, transacter avec l'Afrique, c'est toujours compliqué. Et puis c'est entaché de soucis, etc. Recouvrement même, voilà, tu viens de l'évoquer. Tout ça peut être résolu en adoptant des nouveaux moyens de paiement. C'est quoi ces nouveaux moyens de paiement? Aujourd'hui, il y a une révolution qui se déroule sous nos yeux, la révolution de la blockchain, hein, le Web 3, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, tout Africain se doit d'avoir un wallet électronique. D'accord? Il y aura des détracteurs qui vont dire « Ouais, mais les bitcoins, l'Ethereum, c'est volatile, ça s'effondrerait à tout moment. » Oui, mais en attendant, il y a ce qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des valeurs stables. Si tu me factures, si aujourd'hui, Daoud, tu es très fort en, je ne sais pas moi, dans un logiciel qu'on appelle Photoshop, on en parlait tout à l'heure. Si tu es un graphiste, si tu es un designer, si tu es, je ne sais quoi, un modeleur 3D, hein, tout ça, c'est des connaissances qu'on peut acquérir en Afrique, au Sénégal, au Mali, ailleurs. D'accord? Une fois que tu as établi pignon sur rue, tu peux transacter instantanément avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la terre. Aujourd'hui, les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais, tous ceux qui sont dans le sud du monde, qui, il y a pas si longtemps, avaient du mal à se nourrir, eh bien, ces gens-là, c'est eux qui sont le plus gros contingent de ce qu'on appelle la gig economy. Les Fiverr, Fiverr.com. Si vous ne connaissez pas Fiverr.com, vous allez découvrir un nouveau monde. Si vous avez besoin d'un spécialiste, quel que soit le domaine, que ce soit marketing, que ce soit design, finance, quel que soit le domaine, vous allez trouver un spécialiste sur ce site-là. Ce spécialiste vous facture au prix pratiqué en Europe ou aux États-Unis. Pourtant, ce gars-là, il habite en Inde, où il est payé dans un emploi classique, peut-être 100 ou 200 euros le mois. Mais avec la gig economy, cette personne gagne 100 ou 200 dollars la tâche. Donc, je vous laisse calculer. Ces gens-là peuvent avoir un très bon niveau de vie et c'est ce genre de choses qu'on doit inculquer à nos compatriotes en Afrique. Il faut qu'ils rejoignent ce genre de plateforme. Mais ce n'est pas juste rejoindre à titre unipersonnel, comme on le dit, c'est rejoindre ça en tant qu'entreprise. C'est-à-dire qu'on devient une entreprise de service. D'accord? Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir relever le niveau. Et à travers cette entreprise de service, on va pouvoir alimenter d'autres entreprises de service parce qu'une autre entreprise aura besoin de ces services. Donc, il faut absolument qu'on fasse partie de cette troisième révolution que j'appelle le Web 3, la révolution industrielle d'Internet de la troisième génération. Donc, il ne faut surtout pas qu'on manque le train. Et c'est pour ça que l'Optimize Academy a décidé de lancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers collègues et co-fondateurs. Moi, je voulais juste rajouter encore un dernier point sur une structure en Guinée. Oui. Et
Après, je vais rebondir sur ce que tu expliquais tout à l'heure. Alors, une chose, je reviendrai sur les minerais concernant la bauxite. Donc, ça se passe, comme je l'ai dit, en Guinée, dans la région du Mali. Mais elle est plus, le village, il est plus appelé Débélé Mambia. Donc là-bas, le coordinateur de la PCUD, c'est-à-dire une structure qui a été organisée par la province, dont c'est Alseini Farinta Kamara, qui gère cette chose-là au niveau de la souillure des sites agricoles par l'eau qui a été salie par les industries qui gèrent la bauxite. Voilà. Donc ces gens-là, ils ont des grands soucis là-bas. Donc là maintenant, je vais finir avec une autre structure qui est en Guinée. Donc le PDG était un ancien élève des États-Unis. Par contre, lui, il a fait de la finance et il a fait des études d'avocat. Et il s'est retrouvé aujourd'hui à revenir en Guinée. Alors c'est un ancien juriste de formation et banquier de profession. Il figure parmi les 50 meilleurs inventeurs d'Afrique à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé une tablette 100% guinéenne, tactile. D'accord. Bon, par la suite, il s'est formé lui-même sur tout ce qui est 3D. Donc, il a pu mettre en place un concept qui fait que maintenant, comment on appelle ça là? Le mot m'enlève de la bouche là. C'est-à-dire, tu peux faire un scanner devant un grand appareil. Même si tu es au village, c'est retranscrit dans les hôpitaux et l'appareil peut te dire si tu as un problème, un début de cancer, tu peux voir ton enfant, tu vois, une échographie. Et voilà, c'est une borne. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une borne. Et en plus, cette borne, elle permet d'être désalimentée, pas forcément mise sur un secteur pendant 48 heures. Et elle est accessible aujourd'hui sur la plupart du continent en Afrique. Et d'ici 2-3 ans, il se voit être le leader de ce marché en Afrique. Excellent. Donc, il a d'autres projets en R&D, recherche et développement, mais qu'il ne peut pas, pour le moment, expliquer là-dessus, non seulement parce que c'est secret, mais aussi que l'Occident et l'Afrique n'est pas prête encore à recevoir son concept. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il est en avance, le mec. Il est en avance. Non, mais il fait peur. Il fait peur. Donc, il avait parlé de quelque chose concernant l'aviation que Air France faisait. Et en fait, une fois, j'ai vu un reportage, là, il n'y a pas longtemps. Apparemment, les gens, ils se concentrent sur l'hydrogène. Voilà. Et voilà, il y a une autre société d'envergure aussi en Guinée, mais je vais essayer de le retrouver, le nom, elle est 100% guinéenne, mais elle est en partenariat avec les Américains, légèrement. Et aujourd'hui, ces produits 100% bio guinéens s'en vont et être vendus maintenant sur la plus grosse plateforme commerciale du monde, qui est Amazon. D'accord. Et tu vois, là ça revient à un autre souci que moi j'ai constaté. C'est que tu as beaucoup de gens qui se lancent aussi dans le business en Afrique dans le but de vendre à l'étranger. Amazon, à ma connaissance, c'est pas une plateforme accessible en Afrique. Tu peux pas passer commande et dire je vais être livré à Dakar. D'accord? Il faudra passer par les intermédiaires et ça va te coûter 3 fois le prix. Je pense aussi que quand on se lance en business aujourd'hui, surtout en Afrique, il faut se poser une question. Est-ce que c'est un business qui va ajouter à la population, à mon quartier, à mon pays, ou est-ce que c'est quelque chose qui va soustraire à mon pays, à mon quartier? Et je pense que c'est vraiment important quand on se lance en ce business, c'est de se dire qu'est-ce que je souhaite faire, pour qui je le fais. D'accord? Si on le fait juste pour l'argent, je me dis, ça risque d'être bien personnellement, ça va enrichir la personne, mais est-ce que ça contribue au développement et à l'essor de l'Afrique? Donc moi, personnellement, j'ai fait ce choix conscient
de lancer des business qui vont profiter localement, qui vont développer l'écosystème, qui n'ont pas besoin de dépendance avec l'extérieur. Et je trouve que cette initiative, justement, ça prouve qu'il y a des inventeurs en Guinée, mais il faut vraiment, et je serais vraiment ravi de rencontrer cette personne. Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que si on développe des entreprises aujourd'hui, il faut qu'on pense avant tout à notre marché local. Hein, comme les Chinois, hein, il y a 50 ans, quand ils ont commencé à se lancer, ils ont développé leur marché local. Et ensuite, le surplus et la capacité de production a pu profiter à l'ensemble du monde, au reste du monde. Mais si on commence avec le reste du monde avant de régler ses propres problèmes, on risque d'être encore limité. D'accord. Non, ça, c'est mon avis. bon, non, ce que tu dis, c'est réel, mais je pense que je me suis mal exprimé, je me suis un petit peu précipité. C'est-à-dire que cette région, elle fournit énormément de mangue, déjà. Donc, la population qui savait ce bien richissime l'exploite, mais faute de bras, faute de conservation, faute de encore d'autres choses, tu vois, humains et matériels, il y a 60% de ces mangues qui étaient au sol et en perte, et ça faisait aussi, et ça propageait des saletés et des choses nauséabondes. 60% étaient jetés. Voilà, c'est-à-dire, ouais, pour ces agriculteurs. Donc, la société, elle a été mise en place par des Guinéens et c'est une structure familiale. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ils payent leurs salariés. Alors, c'est une entreprise, une industrie tip-top. Hein. Voilà, tip-top le truc. Ils payent leurs salariés 150 000 francs guinéens. Alors, aujourd'hui, les Guinéens, ceux qui sont salariés parce qu'ils ont été interviewés, ils expliquaient comme quoi que les galères qu'ils avaient hier, que ce soit au niveau du transport, au niveau de l'hygiène, le fait qu'aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont en meilleure santé et poids, ça les a redynamisés. Et ça a créé un élan de, comment on appelle ça, de confiance en eux. Et du coup, le village, la région fait qu'un seul homme. Voilà. Mais ta remarque, elle était pertinente, hein, parce que même la structure qui s'appelle Tulip Industrie, c'est seulement, parce que c'est ça, hein, parce que son problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est de vendre ses bornes aux hôpitaux dont ils savent que les hôpitaux de Guinée sont des mouroirs. Eh ben, tu sais quoi, Abdoulaye et Abdoulaye Ly et Amadou, eh ben, ces personnes-là, les gens des hôpitaux, ne voulaient pas prendre la borne. Ils ne voulaient pas utiliser ce matériel-là. D'accord. Bien que ça allait être quelque chose de renouveau et de facile pour tout le monde. Et c'est seulement par la branche du FMI, des grands industriels des pays étrangers sont venus en Guinée. Le gars, il a tout fait made in Guinée. Il a pris un petit menuisier qui fait l'aluminium et qui fait la soudure. Il a fait tout avec le matériel guinéen, 100% territoire. Et lui, son optique, monsieur, j'ai oublié son nom, mais de la société Tulip Industrie, c'est ça, quoi. Donc, c'est la FMI qui est venue et qui a mis un petit peu de l'argent pour produire sa chose, pour le finaliser, pour le lancer dans le monde. Mais même, lui, parce qu'il a quand même une formation de banquier, de juriste, il ne souhaite pas faire que les gens deviennent actionnaires pour le moment. Alors, il avait dit peut-être en janvier 2022. C'est un exemple vraiment très, très intéressant. Et tu verras aussi que beaucoup d'entreprises, d'organisations gouvernementales ne vont pas choisir local. Ça, c'est un autre problème. Parce que, tu sais, cette connotation du manque de qualité. Ils peuvent se dire, et on en parlait justement avec une personne là, c'est que il y aura toujours des doutes quand c'est made in Africa. Tu vois? On va se dire, ah, le matériel là risque de tomber en panne, risque d'avoir des soucis, etc., etc., etc. C'est cette connotation
même les éditeurs étrangers vont venir. Si tu es en face d'un autre éditeur ou d'un autre fournisseur, il mettra ce point-là en avant. Il disent, ah, attention, vous risquez d'avoir des problèmes de maintenance avec ce matériel-là. Et avec Optimize Free, encore une fois, on va prendre en compte ce paramètre, le paramètre qualité. Vous vous rappelez, je vous parlais de cet exemple du boutiquier qui a un étalage vraiment désorganisé, qui a une boutique qui n'a pas beaucoup de lumière, etc., etc. Et en face, vous avez un boutiquier qui a fait le travail de nettoyer son sol, de rendre ses étagères nickel chrome, de mettre un éclairage de qualité, etc., etc. Et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la personne qui arrive pour la première fois dans le pays va faire? Est-ce qu'elle va aller chez le boutiquier avec l'étalage en désordre ou celui qui a vraiment fait un effort supplémentaire? Et c'est là que nos entrepreneurs, les entrepreneurs Optimize Free, devront faire ce travail-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire qui va donner un peu plus à mon acheteur, qui va lui donner des garanties également. Donc, c'est vraiment très important. Quand on pense une entreprise, il y a plusieurs piliers à vraiment adresser. Et l'un des piliers, c'est le delivery. Donc, c'est fournir le service ou fournir le produit. Comment est-ce qu'on le fournit? Et là, il faut aller un peu au-delà de ce qui est fait traditionnellement. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on pourra aussi expliquer lors de notre cursus de formation. Nous allons conclure notre débat. Donc, c'est un débat qui présentait notre nouvelle entreprise, ce qu'on souhaitait mettre en place, Optimize Free Academy. C'est une école d'un nouveau genre, une école pour l'entrepreneuriat qui est basée sur certains des principes du IMIF. Et nous souhaitons accompagner nos étudiants d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Et bien sûr, aller au-delà pour les aider à lancer leur entreprise sur les aspects matériels et financiers. Donc, si comme nous, vous croyez fermement que l'avenir de l'Afrique passe par l'éducation et que c'est en nous unissant que nous allons pouvoir relever le niveau et montrer une nouvelle image de l'Afrique, cette image de personnes de la nouvelle génération. Et si on veut profiter de la troisième révolution Internet, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment sur l'Afrique. D'anciennes puissances coloniales sont toujours là, un peu comme des prédateurs. Donc, par contre, si nous, tous ensemble, on s'unit et on commence à apprendre tous ensemble de ce qu'on connaît, eh bien, on va pouvoir mieux avancer. Nous avons une autre vidéo qui présente notre feuille de route et les différents jalons jusqu'à cette fin d'année et l'année prochaine. Nous prévoyons une campagne de ce qu'on appelle crowdfunding, donc de financement participatif. Et il y aura une campagne Kickstarter. Et au travers de cette campagne, la promesse qu'on va faire, c'est de former les étudiants africains à nos techniques. On aura plusieurs métiers disponibles avec nos partenaires. Vous aurez ce volet entrepreneurial et le volet technique dans votre cursus. Dans la campagne Kickstarter, en échange de votre contribution, nous pourrons vous envoyer le workbook, c'est-à-dire le guide de l'étudiant, où vous pourrez suivre les cours sur ce guide. Donc, ce guide vous sera envoyé par voie postale et on pourra partager au moment où on lancera officiellement les cours. Eh bien, vous aurez le guide et vous pourrez participer aux cours. Donc ça, c'est la promesse qu'on souhaite faire. Restez à l'écoute. Merci encore.